Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. La vidéo du jour, on va voir tout le processus complet d'un achat aux enchères, vraiment de l'étape de la sélection de l'annonce jusqu'à la revente. On va passer en revue toutes les étapes qui t'attendent, tout ce que tu dois anticiper, tout ce que tu dois éviter, etc. On va voir dans cette vidéo. Ok. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et dans la description de cette vidéo, tu trouveras tout un tas d'informations qui te seront utiles comme l'accès à un enregistrement de séminaire, l'accès à la réservation d'un appel avec un membre de mon équipe, etc. Ok. Alors, avant de commencer les enchères, il faut se poser une question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Ok. Est-ce que tu es là, tu recherches ta résidence principale? Alors évidemment, quand tu es là aux enchères, c'est que tu veux acheter le bien en dessous du prix du marché, c'est que tu veux gagner de l'argent fondamentalement. Mais est-ce que tu recherches ta résidence principale? Est-ce que tu recherches un achat-revente et faire de la plus-value? Est-ce que tu cherches à faire un investissement locatif? Ou tout simplement, tu es un curieux qui a vu une annonce passer et qui t'est dit, allez, j'ai vu une enchère, un truc à côté de chez moi et on va se positionner dessus. Alors, ceux qui veulent saisir une opportunité comme ça, ils ne sont pas au courant des enchères, ils ont juste entendu parler rapidement ou ils ont vu l'affiche en bas de chez eux. Souvent, ce sont les personnes qui font des erreurs, ce sont des personnes qui ne prennent pas la mesure des risques qu'il y a. Évidemment, il y a des avantages, mais des risques et des conséquences qu'il peut y avoir. Donc, en fait, une enchère, ça doit être préparé, il y a une stratégie qui doit être définie et tu dois savoir vers quoi tu pars, pour en faire quoi et derrière par la suite, avec le premier résultat, qu'est-ce que tu vas faire en deuxième opération, etc. Ok. Donc la première des choses, comme je t'ai dit, quand tu veux gagner de l'argent avec les ventes aux enchères, c'est définir une stratégie. Ok. Donc quel type de bien, sur quel secteur, pour en faire quoi, par qui vais-je me faire accompagner, parce que s'il y a des éléments dans les différentes étapes que je vais te citer que tu ne maîtrises pas, forcément il vaut mieux se faire accompagner. Et par rapport à ça, tu as ta ligne directrice pour la suite. La première étape dans le processus d'un achat aux enchères, c'est la sélection des annonces. Ok. Donc le site le plus connu, je te le présente plus, c'est Licitor, ok, c'est le Google des enchères. Tu peux aller te balader, même s'il y a d'autres sources d'annonces que nous on utilise, mais on va dire Licitor c'est le Google. Et en fait, dès la sélection des annonces, tu dois te démarquer. Est-ce que tu es un petit touriste? Est-ce que tu es l'opportuniste qui souhaite saisir un bien, qui va sélectionner en fait une annonce trop sexy, qui va attirer au moins 30 personnes? Ok, et au final, tu ne vas pas obtenir le bien parce que le bien va partir au prix du marché ou proche du prix du marché. Et comme toutes ces personnes-là, tu vas commencer à te dire « Ah, mais les enchères, en fait, ça ne vaut pas le coup, ça part au prix. » Ok, ou alors, tu vas avoir une démarche professionnelle, même si tu ne l'es pas, même si tu es débutant, tu peux avoir cette démarche professionnelle de sélectionner les annonces qui sont moins sexy, qui correspondent à des critères de sélection de bonne affaire. Globalement, on en a 5 et du coup, qui va réduire la concurrence et se positionner sur des biens qui auront 4 personnes ou 5 personnes lors de la visite. En gros, moins de 10 personnes lors de la visite. Pour info, le dernier élève qui a acheté la semaine dernière, j'avais publié sur Insta son témoignage, le dernier qui a obtenu son bien, ils n'étaient que 4 personnes à la visite. Et il était tout seul lors de l'enchère. Donc il a fait une enchère à 1000 € de plus que la mise à prix et il a obtenu le bien. Okay. Donc ça, c'est la première étape, la sélection des annonces. La deuxième étape, c'est de réaliser la visite. Okay. Dans une annonce d'enchère, vous voyez en dessous, il y a marqué la date et l'heure de la visite. Bien souvent, il n'y a qu'une seule visite qui dure 1 heure, donc il ne faut pas la louper. Et c'est un des moments les plus importants d'un processus d'achat aux enchères. C'est un moment où on doit capter un maximum d'informations en un moindre temps. Okay. En l'espace de 10 minutes, vous devez être capable d'avoir une idée claire sur le bien, de déterminer votre stratégie vis-à-vis de ce bien, de créer un dialogue, un contexte avec l'occupant
de comprendre aussi le contexte de la vente, pourquoi on vend le bien de cette personne, qu'est-ce qu'il n'a pas payé, pourquoi il n'a pas payé, etc. Tout en respectant évidemment l'occupant, parce que vous savez 80% des biens qu'on achète, c'est des biens occupés, tout en respectant les occupants. Et ça, s'il vous plaît, j'en profite pour passer un message, respectez les occupants le jour de la visite. Okay. Faut pas oublier qu'au moment de la visite, même si c'est une visite qui est forcée, okay, qui est obligatoire, et même s'il ne le veut pas, l'huissier fera faire la visite quoi qu'il arrive, ça reste son bien ce jour-là. Donc, voilà, la moindre des choses, si tu vois qu'il n'a pas de chaussures, enlève tes chaussures, sois souriant, c'est gratuit, sois gentil, aimable et poli, tout simplement, dire bonjour, dire au revoir et sourire, ça coûte rien, mais tu vas voir par la suite que ça va... déjà tu seras poli, mais deuxièmement ça va grandement te servir pour la suite et tu le verras dans une étape plus tard pourquoi c'est important de le faire. Ok, donc ça c'était l'étape numéro 2, c'est de réaliser la visite. La troisième étape, c'est l'étude financière du bien. Et bien souvent les débutants, les jeunes ou les débutants, même s'ils ne sont pas jeunes, les débutants en enchères, je parle, hein, pas forcément débutants en immobilier, mais les débutants en enchères, c'est sur ça qu'ils se trompent, c'est dans cette étape-là qu'ils font des erreurs. Alors, au mieux, donc ils n'arriveront pas à acheter le bien, okay, parce qu'ils vont sous-évaluer la valeur à la revente du bien. Au pire, ils vont surévaluer la valeur du bien, ils vont obtenir le bien et finalement ils vont s'apercevoir qu'ils ne gagnent pas d'argent. Okay. Donc, vous devez être capable, lors de l'étude financière du bien, de déterminer deux choses. Premièrement, c'est dans quelle catégorie d'état on se situe dans ce bien. Est-ce qu'on est en mauvais état? Est-ce qu'on est en état d'usage? Ou est-ce qu'on est en bon état? Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça en réalité, surtout quand on vient de secteurs différents. Par exemple, moi j'achète des biens dans des secteurs à 10 000 € le mètre carré, comme dans des secteurs à 2 000 € le mètre carré. Et un bon état dans un secteur à 10 000 € le mètre carré, ce n'est pas forcément un bon état dans un secteur à 2 000 € le mètre carré. Donc il faut pouvoir se projeter par rapport à l'environnement, par rapport au secteur, par rapport au quartier. Ce bien-là, par rapport à l'environnement, est-ce qu'il est en état standard d'usage? Est-ce qu'il est en bon état ou est-ce qu'il est en mauvais état? Okay. Si tu habites, enfin voilà, si tu as l'habitude de fréquenter des villes à 2 000 € le mètre carré et de voir des états en état d'usage, des biens en état d'usage, ce même bien-là à Neuilly-sur-Seine ne sera pas forcément un bien en état d'usage. Okay. Voilà. C'est pas compliqué à le faire, mais il faut garder ça en tête. Il faut pouvoir être capable de dire si le bien il se situe en mauvais état, en bon état ou en état d'usage. Okay. Par la suite, et c'est là où ça se corse un peu et c'est là où c'est le plus important, il faut être capable, et c'est pour ça où il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, il faut être capable de déterminer des prix de vente en fonction de l'état du bien. Okay. Un bien en bon état, enfin ce bien-là, en mauvais état, il se revend tant. En état d'usage, il se revend tant. Et en bon état, il se revend tant. Okay. Donc là, je vous mets deux exemples de deux biens, deux appartements donc de 60 mètres carrés chacun. Okay. L'un qui est dans un secteur à 2 500 € le mètre carré, donc banlieue de grande ville, banlieue de Lyon, à 20 minutes de Lyon, à 30 minutes de Paris, à 20 minutes de Lille, etc. Et l'autre, soit grande ville, enfin ville du genre Lille, Angers, etc. ou soit proche banlieue de Paris, proche banlieue de Lyon, etc. où on est plutôt sur du 4 000 € le mètre carré. Donc globalement, pour rénover intégralement un appartement de 60 mètres carrés, donc on parle d'une rénovation complète, on est approximativement à 50 000 € de travaux. Okay. Donc voilà, ça peut varier un petit peu en fonction de telle ou telle chose, mais globalement, on va partir sur le principe qu'il y a 50 000 € de travaux à faire, quel que soit le bien, les prix des travaux, ils sont sensiblement similaires. Okay. Donc dans l'appartement numéro 1, on doit être capable de déterminer que ce bien-là, en mauvais état, il se revend 125 000 €, en état d'usage, il se revend 150 000 €, et en bon état, il se revend 165 000 €. Donc déjà, première chose, et c'est une info que je vous donne, quand le bien est en état d'usage, dans 99% des cas, ça ne vaut pas le coup de faire des travaux, ça vaut le coup
de faire un achat-revente en l'état. Okay, le bien est en état d'usage, ça ne sert à rien de faire des travaux dans un bien qui est en état d'usage. C'est pas parce que le carrelage est un peu moche, que la cuisine, bon bah elle n'est pas très récente. Si le bien est en état d'usage, si c'est propre, etc., si c'est sain, c'est un bien qui est sain, ça se revend en l'état et c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, dans les deux autres cas de figure, ok, mais surtout, si c'est en mauvais état, ok, donc voilà, pour ce bien-là, donc mauvais état, ça se revend 125 000, en état d'usage, ça se revend 150, et en bon état, ça se revend 165 000. Ok, donc là, si on investit 50 000 euros de travaux, ok, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Je vais investir 50 000 euros de travaux pour augmenter le prix de vente de 40 000 euros. Donc, est-ce que ce sont des travaux qui sont rentables? Non. C'est même des travaux qui vont te faire perdre de l'argent. Et c'est pour ça, quand je dis, pourtant moi, je suis associé dans une entreprise de rénovation, tu vois, j'ai des prix un peu moins chers que la majorité des gens, et d'ailleurs, c'est des prix dont je fais profiter les élèves de l'incubateur, mais moi-même, en étant associé dans une entreprise de rénovation, la plupart des biens que j'achète et je revends, je ne fais pas de travaux dedans. Okay, je fais des travaux, je peux faire jusqu'à 200 000 euros de travaux dans certains biens quand ça vaut le coup. Et ça, ce sera l'appartement numéro 2. Mais la plupart des biens, je ne fais pas de travaux. J'achète et je revends en l'état. Donc là, on s'aperçoit dans le cas numéro 1 que acheter et revendre le bien en l'état est plus avantageux que de faire les travaux. Et ça, souvent, c'est difficile à faire comprendre à des débutants qui, eux, pensent que gagner de l'argent en immobilier, c'est forcément, tu achètes le bien en mauvais état, tu retapes tout et tu revends. Non, pas forcément. Okay, pas forcément. Ça aide, mais pas forcément. Il y a des cas de figure quand tu es dans certains secteurs, dans certaines catégories de prix, où ça ne vaut pas le coup. Okay, maintenant, l'appartement numéro 2, où là, on voit que cet appartement-là, dans un état dégradé, donc en ruine, abandonné, etc., on peut le revendre 160 000. Si ce bien est en état d'usage, les prix sont de 210 000 euros, les prix moyens. Et en bon état, si tout est refait, nickel, etc., travaux neufs, ça se revend 250 000 euros. Et pour là, il faut aussi à peu près 50 000 euros de travaux. Là, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en investissant 50 000 euros, on peut gagner 90 000 euros en prix de revente, donc 40 000 euros de bénéfices. Là, c'est un projet où il faut opter pour l'option travaux et il faut faire les travaux et revendre après les travaux. Okay, je parle beaucoup de l'option achat-revente en travaux. Ça fonctionne, dans l'idée c'est à peu près pareil, mais dans la finalité c'est un peu différent quand c'est un investissement locatif. Ou dans l'investissement locatif, ce qu'on vise, c'est une rentabilité. Okay, on sait combien de loyers on peut obtenir sur le bien. Admettons, il y a X lots, on peut obtenir 3 000 euros de loyer mensuel par exemple. Si on vise 10% de rentabilité, il ne faut pas que le bien nous coûte plus de 360 000 euros. Donc, on détermine notre enchère par rapport à ça. On met une enchère à 260 000 euros. Avec les frais, ça va faire 290 000. Et éventuellement, prévoir 70 000 euros de budget dans les travaux, etc. au maximum pour arriver à 360. Okay, c'est là où on va pouvoir déterminer l'enchère quand l'objectif, c'est un investissement locatif. C'est avec le loyer qu'on va pouvoir obtenir et les travaux qui sont nécessaires. Okay, et pareil, les travaux, là en achat-revente, on estime est-ce que les travaux vont nous faire gagner de l'argent ou pas. Dans un investissement locatif, la réflexion elle est différente. C'est pas est-ce que ça va nous gagner de l'argent, fondamentalement, ça va pas beaucoup nous faire gagner d'argent. C'est pas parce que le bien sera refait à neuf que ton loyer sera 2 fois plus élevé, mais c'est surtout si tu l'achètes, pendant combien de temps derrière tu seras tranquille. Okay, tu vas faire les travaux et pendant combien de temps tu seras tranquille. Okay, c'est surtout ça la réflexion. Mais on en revient à donc l'objectif d'achat-revente. Donc l'appartement numéro 1, là typiquement c'est un projet où il faut privilégier l'achat-revente sans travaux. Et l'appartement numéro 2, c'est le type de projet où il faut privilégier l'achat-revente avec travaux. Et évidemment, il faut être capable d'estimer les travaux. Et estimer les travaux, vous ne pouvez pas ramener un artisan à chaque visite. Ok, c'est pas possible. Donc, vous devez vous former à estimer les travaux, avoir certaines connaissances, des notions en estimation de travaux. Ce qui est simple, vous pouvez le faire, vraiment. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut juste être accompagné par les bonnes personnes, se former à l'estimation de travaux et c'est assez facile à faire. Donc, en ayant estimé les travaux, l'état du bien, la valeur à la revente de l'état du bien, on pourra passer à la 4e étape
de déterminer l'enchère max. Ok. Juste avant de passer à l'étape numéro 4, je reste 30 secondes sur l'étape numéro 3. Et quand je disais que c'est dans l'étape numéro 3, donc l'étude financière du bien, où la plupart des débutants se trompent et font des erreurs, souvent, soit ils vont estimer dans l'appartement numéro 1, ils vont estimer des travaux, ok, ils vont se dire l'appartement est en mauvais état, il faut que je refasse les travaux. Et donc forcément là, vous avez bien vu, c'est 50 000 € de travaux pour 40 000 € en plus en prix de revente. Donc là, c'est des travaux à perte. Donc souvent, c'est sur ça que les débutants se trompent, se gourrent. Ou alors, quand c'est en état d'usage, ok, le bien est en état d'usage, en état classique, et ils veulent refaire des travaux aussi. Et là, que ce soit dans l'appartement numéro 1 ou l'appartement numéro 2, on le voit que si c'est en état d'usage, faire des travaux, refaire intégralement l'appartement, ça ne vaut pas le coup, tu n'arriveras pas à revendre dans un bien en bon état. Et si c'est juste pour faire des bricoles, un coup de peinture, etc., aujourd'hui, les acheteurs, ils sont conscients, okay, quand c'est un appartement qui est rafistolé. Okay. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de rafistolage, des petits coups de peinture, ouais, je change juste 2-3 trucs vite fait, ça ne marche pas. Okay. Ce que fait Stéphane Plaza sur M6, ça marche sur M6, ça ne marche pas dans la réalité. Okay. Tu as un vieux parquet, juste tu positionnes, tu mets un lino vite fait par-dessus, un coup de peinture. Non, ça ne marche pas. La plupart des gens savent quand un appartement a été retouché, rafistolé pour faire genre, il y a des travaux qui ont été refaits, quand le tableau électrique est complètement pourri, quand la cuisine, on voit que les caissons ils sont complètement défoncés, quand les carrelages, on voit que c'est des anciens carrelages qui ont été repeints à la va-vite avec une peinture dégueulasse, ça les gens le savent. Okay. Donc soit on voit un bien en état d'usage, soit on voit un bien où on a refait les travaux, mais qui du coup était en mauvais état à l'origine où on l'a acheté et on a bénéficié d'un prix d'achat qui était prix d'achat mauvais état. Ok, tu comprends? Donc maintenant, étape numéro 4, comme je te disais, détermination de ton enchère max. Maintenant que tu as un prix de revente, une stratégie et un montant de travaux, okay, qui peut être zéro, le montant des travaux, si dans la stratégie c'est pas de travaux, bah, le montant des travaux c'est zéro. À partir du moment où tu as ça, tu peux déterminer ton enchère max. Et l'enchère max, il faut la déterminer de cette sorte-là, de cette manière-là, et là je te la donne. Et il faut respecter cet ordre parce que c'est important. Si tu changes l'ordre de certaines lignes, le résultat n'est pas le même et tu risques de ne pas avoir les résultats escomptés. Okay. On part d'une base et la base, c'est toujours le prix de revente, okay, à l'état final. Okay. Si c'est un prix de revente parce que le bien est en état d'usage, donc sans travaux, bah c'est un prix de revente état d'usage. Si c'est un prix de revente parce que le bien est en mauvais état, tu vas refaire les travaux, c'est un prix de revente du bien en bon état. Si c'est un prix de revente d'un bien qui est en ruine mais que tu vas revendre en ruine, c'est le prix de revente du bien en ruine. Ok, ok. Donc là, on part, j'ai pris l'exemple de l'appartement numéro 2, ok, parce qu'il y a des travaux et comme ça je les intègre et au moins vous voyez un exemple où il y a tous les éléments. Donc on part du prix de revente qui est de 250 000 €. De ça, vous devez déduire immédiatement votre bénéfice. Ok, vous devez déduire votre bénéfice pour que votre bénéfice soit un bénéfice en rapport avec toutes les dépenses que vous allez faire. Okay. Parce que tout ce qui va derrière, ce sont les dépenses. Le bénéfice vient en dernier pour que le bénéfice soit un pourcentage de toutes les dépenses que vous faites. Prix d'achat, les frais, les travaux, etc. Okay. Donc, prix de revente, 250 000 €. Ensuite, on déduit tout de suite son bénéfice. Le bénéfice, nous, ce qu'on applique, ce qu'on vise, c'est 25%, mais ce qu'on réalise, c'est 34,7%. Ça, c'est une petite parenthèse. Nous, dans l'incubateur, on vise 25%, mais on réalise 34,7%. Pourquoi, tu vas me dire? C'est que donc, notre taux d'obtention, il est d'une obtention pour 4 participations, c'est-à-dire on participe 4 fois aux enchères. Il y a 3 fois où on n'obtient pas le bien, ça part plus cher que notre enchère max. Et une fois où ça part, la seule fois où on l'obtient, souvent on l'obtient un peu en dessous de son enchère max. Okay, c'est très rare que je dise enchère max 143 000 € et que tu l'obtiennes à 143 000 €. Comme par hasard, le type avant toi s'arrête à 142 et que tu l'obtiennes à 143. Non, si tu l'obtiens, par exemple, la personne avant toi, peut-être qu'elle va s'arrêter à 132. Donc toi, 133, tu l'obtiens à 133. Ou peut-être qu'il va s'arrêter à 126.
Tu vas dire 127 et tu vas l'obtenir à 127 au lieu de 143 l'enchère max que je t'ai fixé. Donc si tu l'obtenais à 143, tu faisais 25%. Mais comme, et là c'est la magie des enchères qui opère, mais la magie des enchères n'opère que quand on a une bonne stratégie et qu'on applique les choses et qu'on est entre guillemets bien formé au sujet, et bien la magie des enchères opère et que tu l'obtiens un peu en dessous et ta plus-value réelle, elle peut être de 30%, 40%, 50% et on est en moyenne, on est à 34,7%. Ok. Dans cet exemple, donc, et pas que dans cet exemple, dans toujours, on applique notre bénéfice de 25% et donc on divise 250 000 par 1,25. Ça aussi, hein, c'est des choses très importantes. Pour déduire 25% d'un prix, il faut diviser par 1,25 et surtout pas multiplier par 0,75. Ça, c'est des règles de mathématiques qu'on apprend, je crois, en CM2, 6e, mais qu'on a tendance parfois à oublier, mais qui sont importantes. Derrière, donc on arrive sur un prix de 200 000 euros. Derrière, on déduit tout de suite le montant des travaux. Okay, donc là, en l'occurrence, je suis sur l'appartement numéro 2. On a dit que c'était 50 000 euros de travaux. Ça aurait pu être 45 000, ça aurait pu être 30 000, auquel cas vous déduisez 30 000. Là, en l'occurrence, c'était 50 000 euros, donc on déduit 50 000 euros. Okay, donc on arrive à 150 000 euros. De ça, vous devez déduire les frais préalables et frais d'avocat. Ça, on va y revenir, mais il y a des frais d'avocat et des frais préalables. En général, les frais préalables, ils sont de l'ordre de 11 000 euros et les frais d'avocat de l'ordre de 2 000 euros. Donc, ça fait 13 000 euros à déduire. Donc, on passe à 137 000. Et de ça, vous devez déduire les frais de notaire. Okay, aux enchères, vous ne passez pas devant le notaire. C'est l'avocat qui s'occupe des inscriptions aux hypothèques, etc. C'est le tribunal qui font leur micmac. Vous ne passez pas devant le notaire, mais par contre, vous payez les frais de notaire parce que déjà, les frais de notaire, 80% des frais de notaire vont à l'État, ce sont des droits d'enregistrement. Et un petit peu d'émolument du notaire. Et là, pour le coup, dans les enchères, ça va dans la poche des avocats. Okay, donc, c'est à peu près 7,5% quand vous achetez à titre particulier, en SCI, etc. Quand vous êtes une société de marchand de biens, c'est un peu plus faible, on est de l'ordre de 2,5-3%, mais voilà, quand vous achetez en nom propre ou en SCI, vous êtes à 7,5%, donc vous divisez 137 par 1,075 et vous arrivez à un prix de 127 442. Vous arrondissez ça à l'inférieur et vous obtenez votre enchère max, une enchère max de 127 000 euros. Donc ça veut dire que pour ce bien-là, qui vaudra 250 000 euros après avoir fait 50 000 euros de travaux, mon enchère max au tribunal, c'est 127 000 euros. Je ne monterai pas plus de 127 000 euros. Et si on fait le calcul à l'envers, 127 000 euros, si tu rajoutes 7,5%, tu arrives à 137 000 euros, donc les frais de notaire. Si tu rajoutes les frais préalables, les frais d'avocat, 13 000 euros, tu arrives à 150 000 euros. À cela, si tu ajoutes le montant des travaux, tu arrives à 200 000 euros. Et là, tu revends le bien à 250 000 euros et tu as fait tes 25%. Donc là, en l'occurrence, 50 000 euros de bénéfice. Ok. Et donc c'est là où je te disais, là l'enchère max pour ce bien on l'a déterminé à 127, tu as 75% de chances que ce bien-là dépasse les 127 000 euros, mais tu as 25% de chances que tu l'achètes en dessous. Okay, et c'est pour ça qu'on a une certaine répétition dans les enchères et c'est pour ça que la stratégie elle est importante, notamment au niveau de la motivation de ne pas lâcher prise, etc. Parce que moi-même, mon taux d'obtention il est de 1 obtention pour 4 participations et ça c'est un très très bon taux. Mais même s'il faut 5 fois, 6 fois, il ne faut pas lâcher. Si ta stratégie est bonne, tes calculs sont bons, il ne faut pas lâcher parce que la fois où tu vas obtenir, bien souvent tu vas l'obtenir en dessous de cette enchère. Et si cette enchère par exemple au lieu de 127, tu l'obtiens à 111, ta plus-value elle n'est pas de 50 000 euros mais elle sera plus proche des 70 000 euros. Okay, et c'est là où tu vas te dire, ah ouais, j'ai fourni tous ces efforts, mais en réalité, dans la finalité, ça vaut le coup. Ok. Donc ça, c'était la 4e étape. On passe à la 5e étape, qui est de trouver un avocat et de préparer les chèques de banque. Pour participer à une enchère judiciaire, vous êtes obligé d'être accompagné par un avocat et qui doit être inscrit au barreau du tribunal. Okay, souvent on me pose la question, ouais mais mon frère il est avocat à Saint-Tropez, est-ce qu'il peut enchérir pour moi à Lille? Non, okay, il faut qu'il soit inscrit au barreau du tribunal où la vente se fait. Donc un avocat ça coûte à peu près, alors lui son seul but c'est te représenter, de parler à ta place au tribunal parce que c'est lui qui porte les enchères, c'est de parler à ta place et d'effectuer derrière les démarches du notaire entre guillemets. Ça coûte 2 000 euros en cas de succès et
en général 200 à 300 euros pour les frais de déplacement si tu l'obtiens, si tu n'obtiens pas. Mais nous, maintenant, dans 80% des tribunaux, on a des avocats qui sont gratuits, qui ne prennent rien si tu n'obtiens pas le bien, qui prennent des honoraires, à peu près 2000 euros uniquement si tu obtiens l'enchère. Et si tu cherches un peu, tu peux en trouver aussi. Nous, en tout cas, on partage ces avocats avec qui on est en partenariat à nos élèves, mais si tu cherches un peu, tu peux en trouver. Mais voilà, malgré tout, il faut savoir, il y a des avocats qui demandent des frais de déplacement, ce qui en soi n'est pas incompréhensible, hein, c'est normal, ils se déplacent, voilà, si tu rentres bredouille, bon, il peut te réclamer des frais de déplacement, ça il te le dit avant, mais voilà, nous on arrive tout de même à trouver des avocats qui sont gratuits en cas d'échec et qui sont payés du coup uniquement au succès. Donc ça c'est pour la partie avocat. Pour la partie chèque de banque, pour participer à une enchère, il faut 2 chèques de banque. Ok. Certains tribunaux acceptent qu'un seul soit chèque de banque et l'autre en chèque simple, mais dans 80% des cas, pareil, c'est les deux qui sont en chèque de banque. Chèque de banque, ça veut dire c'est de l'argent qui est sur ton compte, donc tu demandes à ta banque qu'il te fasse un chèque de banque, donc il retire l'argent de ton compte, il te donne un chèque qui est au nom, qui n'est pas à ton nom, mais qui est au nom de la banque, avec l'ordre donc du bâtonnier séquestre et de la CARPA, donc c'est les ordres pour participer aux enchères. Donc en fait, c'est comme si tu avais des billets, il faut 2 billets, donc parce que l'argent a été retiré de ton compte. Le premier chèque, c'est 10% de la mise à prix. Donc, si c'est une mise à prix, le bien est une mise à prix à 50 000 euros, bah, c'est un chèque de 5 000 euros. Et le deuxième chèque, c'est le montant des frais et plus les frais d'avocat. Donc, ici, en l'occurrence, 13 000 euros. Donc, il te faut 13 000 plus 5 000 euros de chèque de banque pour participer à l'enchère. Ok? Donc, ça veut dire qu'il te faut 18 000 euros sur ton compte au minimum, ne serait-ce que pour participer à l'enchère. Je n'ai pas parlé pour l'acheter. Ok? Vous pouvez réutiliser les chèques. Dans une première vente, tu n'as pas obtenu le bien, bah, tu peux récupérer les chèques. Bah, de toute façon, à la fin de la vente, tu récupères les chèques, mais tu peux les réutiliser pour une prochaine vente. Tu n'es pas obligé de les remettre en banque pour en redemander, parce qu'en plus, il y a 2 choses. Les chèques de banque, ça coûte de l'argent. Quand la banque t'émet des chèques de banque, je crois aujourd'hui, c'est 15 euros un chèque de banque. Et plus, ça demande du temps. Des fois, il demande 48 heures. Quand tu comptes les jours fériés, le week-end et tout, des fois, au bout de 3-4 jours, tu n'as toujours pas ton chèque. Donc, c'est embêtant. Tu peux les réutiliser à condition que la mise à prix, elle soit, par exemple, si tu as un autre bien, mise à prix 60 000 euros, donc il te faut un chèque de banque bâtonnier séquestre de 6 000 euros. Là, tu n'avais que 5 000 euros, c'est pas possible. Soit tu redemandes un autre chèque de 1 000 euros de plus. Et là, tu peux faire un chèque de 5 plus un chèque de 1. Là, tu peux faire parce que, je te rappelle, c'est comme si c'était des billets en fait. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est le total. Ou soit, ce que je conseille, c'est que si tu participes à un bien mis à prix 50 000 euros, le chèque donc de 10% de la mise à prix, fais-le de 7 ou 8 000 euros. Comme ça, si après, tu as un autre bien mis à prix 60-70 000, tu peux les réutiliser. Tu n'as pas besoin de les déposer en banque et d'en redemander. Ok? Ça, c'était la 5e étape. La 6e étape, évidemment, maintenant que tu as visité le bien, tu as estimé, tu as déterminé ton enchère, tu as ton avocat, tu as tes chèques, c'est de participer à la vente. Okay. C'est le jour de vente. Il faut se rendre au tribunal avec tes chèques. Tu vas à la rencontre de ton avocat et tu te positionnes dans la salle et t'attends. Donc le fonctionnement, c'est quoi? C'est au tribunal, tu as un chronomètre de 90 secondes qui démarre. Okay. Donc là, le juge ou le greffier va dire mise en vente du bien situé à Marseille, 12 rue de la Canebière, je dis n'importe quoi, sur la mise à prix de 50 000 euros, départ des enchères. Et là, tu as un écran avec 90 secondes, un décompte. Donc, ça fait 89, 88, tac tac, 70. Et là, toi, t'enchaînes, les gens enchaînent, 50 000, 61 000. Et à chaque fois qu'il y a une enchère qui est donnée, le chronomètre revient à 0 à 90 secondes, ok? 89, etc. Je dis 100 000, voilà, 90 secondes, tac, 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 ça baisse. Là, tu peux dire 100 000 euros, là, ça revient à 90 000. Et si pendant 90 secondes, là, quand tu as dit 100 000, si pendant 90 secondes, personne n'enchérit, eh bien, à la fin des 90 secondes, tu es déclaré adjudicataire du bien, ok? Si tu es déclaré adjudicataire du bien, tes chèques sont conservés et tu as le délai des 10 jours de surenchère qui sont enclenchés. Ça, c'est une loi aux enchères, c'est que pendant les 10 jours qui suivent ton enchère, quelqu'un d'autre peut venir et surenchérir sur ton bien, mais à condition de faire une enchère de 10%. Okay, c'est pas juste 1 000 euros de plus, c'est 10%. Donc si tu as adjugé le bien 100 000 euros, il faut qu'il rajoute 10 000 euros. Sinon, il ne peut pas faire de surenchère. Okay, mais dans la pratique, ça je vous le dis, il y a seulement 2 à 3% des biens qui se font surenchérir. C'est quelque chose
de fait qui est très rare. Mais voilà, ça arrive. Je me suis déjà fait surenchérir, mais c'est qu'une seule fois, mais c'est très rare. Ok, une fois ou deux fois, je sais plus d'ailleurs. Et si par contre, donc toi tu as arrêté à 100 000 euros et les enchères ont continué, le bien est parti à 110 000 euros, à la fin de la vente, ton avocat te remet les chèques et tu rentres chez toi. Ok. Septième étape, tu as obtenu le bien, tu as dépassé les 10 jours, tu es déclaré officiellement adjudicataire, dernier adjudicataire du bien. À la fin des 10 jours, tu reçois par ton avocat une attestation d'adjudication avec le cahier des charges. Donc le cahier des charges qui est constitué des diagnostics, du PV descriptif, etc. dans tout un tas de documents. Et tous ces documents-là constituent, entre guillemets, une promesse de vente. C'est comme si tu avais signé ta promesse de vente et c'est avec ça que tu vas aller faire tes demandes de financement. Alors, ah merde, putain. La distinction qu'il y a quand même avec une promesse de vente, c'est que tu n'as pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Dans les enchères, tu ne peux pas dire je n'ai pas eu mon prêt. Okay. Donc, raison pour laquelle il vaut mieux voir avec sa banque avant. Soit tu payes en cash, soit si tu fais un financement, il faut voir avec sa banque avant jusqu'à combien tu montes, leur parler des enchères, valider qu'ils vont te suivre, etc. Avant de participer. Okay. Donc, avec cette attestation, ce dossier-là, tu vas à la banque et voilà, c'est un dossier de financement classique. Fondamentalement, ça ne change rien d'une vente classique. Okay. La seule différence, c'est que tu n'as pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Certains banquiers, je dis pas banque, certains banquiers peuvent être réfractaires aux enchères, peuvent te dire ah nous les enchères, on fait pas, non nous on n'en veut pas, on fait pas ça. Ça il faut juste te dire une chose, c'est uniquement lié à la personne, c'est lui qui te dit ça. Mais fondamentalement et juridiquement, ça reste strictement la même chose. Okay. Lui te dit ça, ça se trouve son collègue il t'aurait dit oui, c'est pareil pour nous, ça ne change rien. Si vous avez les capacités, etc., on vous suit comme sur une vente classique. Vous pouvez avoir quelques difficultés avec un ou deux banquiers, mais au final, si vous êtes finançable, okay, si vous êtes finançable sur le marché classique, vous êtes finançable aux enchères. Fondamentalement, ça ne changera rien. Mais par contre, il y a quand même cette pression, cette grosse pression quand même, où il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Okay. Si tu n'arrives pas à payer, je pense que c'est une des questions qui doit te venir à l'esprit. Et si jamais tu n'arrives pas à payer, voilà, si jamais tu n'arrives pas à payer, il y a des galères qui t'attendent. Il y a des grosses conséquences financières. Le bien va être remis en vente quelques mois plus tard. Et s'il est revendu moins cher, et systématiquement c'est revendu moins cher, tu seras redevable de la différence. Okay. Et tu peux donc venir aux enchères en voulant gagner de l'argent et repartir avec des dettes. Donc ça, on ne le veut pas. Donc c'est pour ça qu'on se prépare bien. On définit bien notre stratégie, voilà, on détermine notre capacité de financement, etc. Et on participe qu'une fois que tout ça est validé, idéalement, voilà, en étant accompagné. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc 60 jours le délai de paiement. Donc voilà, vous avez 60 jours après les 10 jours de surenchère pour payer, ce qui est un délai raisonnable pour obtenir son financement. Aujourd'hui, voilà, tous mes élèves qui ont fait un financement, ils n'ont pas eu de problème à obtenir leur prêt parce qu'ils étaient finançables et parce que 60 jours ça suffit. Okay. Et puis en réalité, dans les enchères, bon, ils ont une petite tolérance sur un mois de plus si ça dépasse, mais ils ne le disent pas et c'est pas écrit. Okay. 8e étape maintenant, prise en main du bien. Tu as obtenu le bien, tu l'as payé, maintenant il faut prendre en main ton bien. Et là, aux enchères, il n'y a pas de cérémonie de remise des clés. Okay. Il n'y a pas un notaire qui va dire voilà les clés, relevé de compteur, machin. Non, on te dit très bien, merci d'avoir payé, voilà, vous êtes propriétaire, allez récupérer votre bien. Parfois, ils ont les clés, je veux dire, dans 5% des cas, ils ont les clés parce que l'occupant a libéré, il a remis les clés. Allez, 5%, tu as de la chance et tu peux y aller. Sinon, il faut que tu te débrouilles avec l'occupant. Okay, parce que comme je te dis, la plupart des biens qu'on achète sont occupés. Et c'est pour ça, on en revient à ce que je t'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Ton comportement, le comportement que tu as eu lors de la visite, lors du premier contact avec l'occupant, va te permettre aujourd'hui, une fois le bien acheté et payé, d'entamer voilà, cette étape-là, ce processus-là de récupérer les clés, de le faire partir d'une meilleure manière et dans de meilleures conditions que si tu n'as pas respecté le type, tu as ouvert ses placards, etc. Okay. Donc,
La visite, c'est tout un mode opératoire que nous, on a, comme la sélection des biens, etc. Si tu as bien suivi ce mode opératoire-là, une fois le bien acheté, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Ok. Dans 10% des cas, le type est déjà parti dès que tu as payé. Dans 10% de cas encore, il est en train de partir, il est en train de faire ses valises, c'est une question de jours ou de semaines. Dans 50% des cas, c'est la majorité, il faut faciliter son départ, okay, c'est-à-dire par le biais d'un billet. Voilà, soit il faut le payer un petit peu, lui payer son déménagement, ou voilà, tout simplement un petit billet, 2000 € dans la poche, un chèque de 2000 €, c'est quelque chose de légal, ça s'appelle des frais d'éviction. Moi, avec ma société, je paye ça, les frais d'éviction, et je les déduis ensuite de mes charges. Il n'y a rien de. Pas forcément, ça ne doit pas forcément être une enveloppe ou quoi que ce soit, non. Mais voilà, trouver le bon truc qui va faire que tu vas bien appréhender. Et enfin, en tout cas, que lui, il sera réceptif à ton offre. Parfois, c'est simplement, et dans beaucoup de cas, c'est ce qui m'arrive, c'est simplement de la compréhension et de la compassion. Le type, il recherche quelqu'un de gentil en face de lui, qui s'est bien comporté, qui lui laisse le délai, qui ne le presse pas, et au final, ça se passe bien. Okay. Et dans, allez, 20% des cas, là où tu as tout fait, mais ça ne se passe pas bien, le type, non, il se barricade chez lui, il ne veut pas t'ouvrir, il ne décroche pas au téléphone, etc. Bah là, c'est une procédure d'expulsion. C'est quelque chose qui devait arriver. Okay. Dans toutes les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne jusqu'à maintenant, je disais, je touche du bois, j'ai jamais eu à faire d'expulsion, mais je précisais toujours que je savais qu'un jour ça allait m'arriver. Voilà, le grand jour est arrivé, je suis en pleine procédure d'expulsion avec quelqu'un qui veut pas négocier avec moi, qui est pas à l'écoute de mes offres. Et en même temps, ça c'est une petite info que je vous donne, le type, c'est un légionnaire, il fait 2 mètres, il me regarde droit dans les yeux à chaque fois que je le vois. J'ai peur que je finisse découpé en petits morceaux et dilué dans l'acide. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit ok, procédure d'expulsion, je laisse voilà, les forces de l'ordre s'en occuper. Et si jamais donc ça part à l'expulsion, comment ça se passe? Donc évidemment vous connaissez, hein, trêve hivernale, pas trêve hivernale, ok, donc de octobre à avril vous pouvez expulser personne, mais vous pouvez entamer les démarches, ok. Alors il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que aux enchères, quand vous achetez un bien aux enchères, vous avez de fait l'autorisation d'expulsion. Ce qui est différent d'un bien que vous, par exemple, vous avez un bien sur le marché classique, vous le mettez en location, le locataire ne paye plus. Là, il y a 2 étapes. Il faut aller au tribunal pour demander donc l'annulation du bail et l'autorisation d'expulsion, et c'est ça qui prend le plus de temps, parce que le type en face, s'il fait un petit peu, s'il est malin, s'il essaye de proposer des petites choses, il peut retarder l'audience, il peut obtenir des délais, etc. Et c'est ça qui est très chronophage. Nous, dans les enchères, cette étape-là, elle est déjà validée. Avec l'enchère, tu as l'autorisation d'expulsion. On a juste la 2e étape à faire, qui est le recours aux forces publiques. C'est la préfecture qui doit envoyer la police et un camion de déménagement, à tes frais évidemment, mais c'est eux qui gèrent ça pour faire sortir le type de chez lui. Okay. Et ça, le délai, à condition de ne pas être en trêve hivernale, c'est entre 4 et 6-7 mois. Ça peut être très rapide, comme ça peut être un peu plus long si par exemple tu as acheté le bien au mois de septembre, là tu as toute la période de trêve hivernale jusqu'à avril, et là voilà, ça peut être en avril comme ça peut être au mois de septembre. Donc ça peut prendre jusqu'à 1 an maximum, mais en général quand tu es dans la bonne période, en 6 mois, c'est bouclé. Au niveau du prix, et il faut savoir, c'est entre 3 000 et 6 000 € en fonction de la taille du logement et de la quantité de meubles qu'il y a, parce qu'il faut savoir que pendant 30 jours, une fois qu'ils l'ont expulsé, le type sorti de chez lui, pendant 30 jours, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'appartement. Les meubles qui sont dans l'appartement vont être stockés dans un entrepôt que l'entreprise de déménagement a fait. Donc ils vont récupérer tous les meubles pendant 30 jours. Ils stockent pour l'occupant à tes frais, lui pour qu'il ait le temps de le rebasculer dans son nouveau logement, etc. Et donc plus il a de meubles, plus ça coûte cher. Mais voilà, l'expulsion, on va dire, il y a 3 000 € de procédure et entre 1 000 et 3 000 € de garde-meubles en fonction de la quantité de meubles. Okay, c'est pour ça que ça coûte entre 3 000 et 6 000 €. Plus le logement est petit et avec peu de meubles, et moins ça vous coûte cher. Donc voilà, ça c'est la 8e étape. La dernière étape maintenant, c'est
d'effectuer des travaux et de remettre en vente le bien ou de le mettre en location ou tout simplement d'emménager dedans si votre objectif était d'acheter votre résidence principale. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs étapes à respecter. C'est quelque chose, se lancer aux enchères, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. C'est pas quelque chose de compliqué. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué, mais ça doit être réfléchi. Ça doit être, la stratégie, elle doit être obligatoirement déterminée. Tu dois savoir qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Faites-vous accompagner. Et voilà, en réalité, il y a de l'argent à se faire. Quand tu respectes toutes ces règles-là, il y a de l'argent à se faire. Tu vois, tous mes élèves font, voilà, la moyenne sur l'année 2022, on est sur 34,7% de plus-value. Sur l'année 2023, on est en train de dépasser ce taux-là. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que tu peux gagner en une opération. Ok. Là, celui que je t'ai dit qui a obtenu le bien à 1000 euros de plus, je ne vais pas parler le prix parce que sinon vous pourrez retrouver l'annonce, etc. Donc, voilà, c'est un truc qui lui coûte moins de 100 000 euros. Voilà, je vais rester vague, mais on est entre 50 et 100 000 euros. Et il va gagner à peu près 40 000 euros de plus-value. C'est un étudiant. C'est un étudiant qui le fait. Il a 22 ans. Il a, je crois, 20-30 000 euros de côté. Il a ses parents qui vont l'aider un peu. Il va faire, je crois, un petit prêt étudiant. Mais pour au final gagner 40 000 euros. Et 40 000 euros net dans la poche, parce que ce sera sa résidence principale et il n'y aura pas d'impôt. Quand tu as 22 ans, oui, ça change une vie. Et même quand tu n'as pas 22 ans, même quand tu as 30 ans, 40 ans, ça change une vie. Sans compter que si tu as un budget un peu plus élevé, si tu es à 200 000 euros, 300 000 euros, tu peux faire à 300 000 euros. Nous, c'est les 100 000 euros de plus-value qu'on vise, tu vois, en moyenne. Faire 100 000 euros de plus-value en un an, oui, ça change une vie quand tu respectes toutes ces étapes et quand tu te fais bien accompagner. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner? On a deux choses. Soit une formation vente aux enchères, également travaux et mandataires, mais voilà, des formations vidéo que tu peux prendre, ça coûte à peu près 1000 euros. Voilà, la formation vidéo, tu regardes et derrière tu appliques. Ou soit tu peux rejoindre l'incubateur d'affaires immobilières, donc mon programme phare que j'ai depuis 3 ans maintenant, où je te prends individuellement, je t'aide à déterminer ta stratégie. Je fais la sélection des annonces pour toi selon nos critères de sélection, ce qui te permet de gagner du temps et de ne pas aller visiter les biens attrape-touristes, de bien te préparer à la visite du bien, de faire les études financières du bien à ta place, de déterminer les enchères max pour toi, t'aider à déterminer ton enchère max, te filer les contacts d'avocats, d'artisans, etc. Et t'aider à participer à l'enchère et faire au minimum, donc c'est 25% de plus-value, mais en moyenne on est à 34,7. Donc si je te dis que la moyenne c'est 34,7, ça veut dire qu'il y en a qui sont à 25%, comme il y en a qui sont à 50-60% de plus-value. Okay, donc ça, c'est si tu rejoins l'incubateur. Et si tu veux rejoindre l'incubateur, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et de réserver un appel téléphonique de à peu près 30 minutes donc c'est gratuit, avec un membre de mon équipe ou avec moi-même. Ça m'arrive parfois de faire moi-même les appels, j'aime bien le faire, d'être proche de mes futurs élèves. Donc voilà, réserver un appel et de suivre la démarche. Ok, donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo qui m'a pris 6 pages à 4. Ça m'a pris presque 4 heures à l'écrire, sans compter le montage et tout. Voilà, moi j'ai passé une demi-journée et mon apprenti qui va faire le montage, lui, il va prendre une demi-journée aussi. Donc ça nous a pris quand même une grosse journée cette vidéo. Donc j'espère que tu l'as apprécié. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou m'envoyer un email directement. Les emails, j'y réponds personnellement toujours et je réponds assez rapidement dans la journée. Et donc voilà, moi je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi, ciao ciao.